loi de finances pour 2019 a introduit une petite révolution sur le traitement fiscal des charges financières. Et cette révolution s'explique par le fait que nous avons une directive européenne qu'on appelle souvent la directive ATAD, Anti-Tax Avoidance Directive. Directive ATAD qui nous impose de changer du tout au tout notre système de déductibilité des charges financières. Trois choses sur ce dispositif. Donc, la première, c'est que c'est un dispositif qui, parce qu'il est nouveau, entraîne l'abrogation de toute une série de règles qui s'appliquaient jusqu'à présent en matière de déductibilité des charges financières, en particulier la règle du rabot des intérêts, qui plafonnait la déductibilité des charges financières nettes supportées par une entreprise. La deuxième chose qu'on peut dire sur ce dispositif, c'est qu'en revanche, il ne supprime pas d'autres règles qui vont donc coexister avec le nouveau régime. La règle anti-hybride, qui figure à l'article 212 du Code général des impôts, subsiste, l'amendement Charras subsiste, le plafonnement des intérêts d'emprunt déductibles versés par une société à ses associés subsiste également. Donc c'est une réforme qui simplifie en partie la fiscalité des entreprises, mais en partie seulement. Et puis, pour en venir, et c'est mon troisième point, au fond de la réforme, l'essentiel de la réforme peut se résumer de façon très simple. Elle consiste à poser que les charges financières nettes supportées par une entreprise, à l'égard de qui que ce soit, d'entités liées ou d'entités non liées, ces charges financières nettes ne peuvent être déductibles qu'à hauteur d'un plafond qui est égal à 30% de l'EBITDA. Mais l'EBITDA s'entend ici d'un EBITDA fiscal, défini par la directive pour les besoins de la cause. Ça n'est donc pas l'EBITDA comptable que l'on connaît habituellement. Et la différence entre les deux est assez significative. La notion de charge financière est définie de façon énumérative. Fait appel à des concepts qui, pour certains, sont des concepts totalement inconnus du droit français, à quoi s'ajoute le fait qu'il existe un élément de la liste des charges énumérées qui est défini de façon extrêmement générale, qui vise tous les paiements équivalents à des intérêts, si bien qu'on attend évidemment ici, avec beaucoup d'intérêt, les précisions qui seront données par l'administration fiscale sur le champ exact de la réforme. Les sociétés qui se heurtent à la barrière établie par le plafond de 30% pourront se prévaloir d'une clause de sauvegarde qui leur permettra de franchir la barrière si elles arrivent à démontrer qu'elles sont moins endettées que le groupe consolidé auquel elles appartiennent. À supposer naturellement qu'elles appartiennent à un groupe consolidé. L'important, je crois, à mémoriser sur cette clause de sauvegarde, c'est qu'elle fonctionne sur la base d'un ratio qui est défini par référence à des agrégats comptables, mais des agrégats qui n'existent pas nécessairement en tant que tels dans la comptabilité consolidée. Donc ici aussi, le législateur fait appel à des concepts qui possèdent un certain degré d'incertitude et qui font peser un vrai doute sur les conditions dans lesquelles la clause de sauvegarde pourra s'appliquer. L'autre point, c'est que la clause de sauvegarde, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne permet pas de déduire toutes les charges financières qui dépassent le plafond. C'est une fraction seulement des charges financières nettes qui dépassent le plafond, qui pourra être déduite, 75%, ce qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler l'ancien rabot qui fait une résurgence subtile dans le nouveau droit positif, alors même qu'il est censé en avoir disparu. Pour les groupes intégrés, la réforme s'appliquera également et toutes les règles qui s'appliquent pour savoir quelles sont les charges financières nettes déductibles sont transposées au niveau du groupe intégré. C'est-à-dire qu'il faudra réfléchir au niveau du groupe dans son ensemble pour savoir quel est le plafond de déductibilité applicable au groupe intégré en tant que tel, ce qui est un mécanisme qu'on connaissait déjà avec le rabot, mais qui trouve ici une nouvelle forme d'application avec la transposition de la directive. Le régime de la sous-capitalisation qui existait jusqu'à présent a disparu, il ne s'applique plus en tant que tel. Mais le législateur français, se montrant sur ce point d'ailleurs plus sévère que ce qu'exige la directive, a souhaité maintenir une forme de stigmatisation pour les groupes qui sont sous-capitalisés. On a pour les sociétés et pour les groupes sous-capitalisés un plafond qui n'est plus que de 10% de l'EBITDA et de 1 million en valeur absolue. Quand une société est sous-capitalisée, par hypothèse, elle a des dettes à l'égard de sociétés liées, mais elle a aussi des dettes à l'égard des tiers.
Et en pratique, la difficulté d'application du régime viendra du fait qu'une société sous-capitalisée devra ventiler son endettement en fonction du type de créancier concerné, si bien qu'elle devra jongler en réalité avec un double plafond. Un plafond qui concernera ses charges financières dans les relations avec les tiers, et un plafond qui s'appliquera aux charges financières supportées à l'égard d'entités liées. Donc sur ce point, on peut d'ores et déjà anticiper un bon degré de complexité de la mise en œuvre de la règle.